Bonjour et bienvenue sur la maïeutique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental, la liberté d'expression. Depuis quelques jours, on voit que ça s'excite un peu sur les réseaux et sur les médias avec la liberté d'expression. Donc je vous propose un certain angle d'attaque sur la liberté d'expression dont je n'ai pas encore entendu trop parler. L'idée, c'est de ne pas répéter ce qui est dit sur Internet ou dans les médias. Et d'essayer de rester neutre. Bon, même si avec notre gouvernement, c'est compliqué. Donc la liberté d'expression, c'est un concept en fait universel en apparence, mais qui prend des formes très différentes en fonction du contexte. Bon, soyons clairs, tout le monde ou presque est pour la liberté d'expression, tout le monde s'accorde sur l'importance de la liberté d'expression, que ce soit entre amis, en famille ou au niveau national. Nous sommes généralement d'accord pour dire que pouvoir s'exprimer est une liberté essentielle. Mais dans les faits, cette liberté a des degrés et des limites qui varient énormément d'une culture à l'autre. Prenons quelques exemples. Dans certains pays, il est impensable de critiquer le gouvernement en place. Dans d'autres, c'est la religion qui est intouchable. Ailleurs, c'est la structure familiale qui ne peut pas être remise en question. Ces zones sensibles varient d'un contexte à l'autre et elles définissent des limites implicites ou explicites de ce qu'on peut dire. Un exemple culturel des limites de la parole. En France, parler d'argent, c'est souvent tabou. On évite de demander à quelqu'un combien il gagne. Alors qu'aux États-Unis, ce sujet est abordé avec beaucoup plus de naturel. En revanche, en France, les discussions autour de la sexualité sont beaucoup plus ouvertes. Là où, par exemple, en Asie, cela reste un sujet privé, presque interdit. Ces différences montrent bien que même si la liberté d'expression est valorisée partout, les frontières de ce que l'on peut ou ne peut pas dire varient selon les cultures, les contextes et les époques. Même dans des domaines comme l'humour, tout le monde a une limite. Ce qui fait rire les uns peut heurter les autres. Et ce débat sur les bornes de l'humour est un miroir fascinant de nos sociétés. Alors cette vidéo n'est pas une analyse juridique des lois encadrant la liberté d'expression. Cependant, pour illustrer notre propos, je vais vous donner quelques exemples des différences notables entre la France et les États-Unis. Aux États-Unis, les élèves peuvent évaluer leurs enseignants sur les réseaux sociaux en leur attribuant des notes et en laissant des commentaires, un peu comme on note un restaurant sur Google. Je vous ai mis un lien sous la vidéo de ce genre de site pour que vous puissiez juger par vous-même. Mais honnêtement, en tant qu'élève, sommes-nous réellement capables d'évaluer correctement l'enseignant ? Ce type de système ne risque pas d'encourager des dérives, comme inciter les enseignants à être moins exigeants pour obtenir de meilleurs résultats aux évaluations. Les limites de ces notations sont évidentes, mais même dans les autres domaines, pas que pour les enseignants. Prenons l'exemple des restaurants. Un inspecteur professionnel habitué à voir de nombreux restaurants dans plusieurs villes, voire même peut-être plusieurs régions, fournira une évaluation bien plus juste et plus détaillée et pertinente qu'une personne qui dîne au restaurant occasionnellement. D'ailleurs, ça me fait penser qu'au début des réseaux sociaux, il y avait eu une tentative en France pour introduire ce type de notation pour les enseignants. Mais cela avait été rapidement rejeté par les autorités. Aujourd'hui, on retrouve ce genre de notation pour les commerces, mais aussi pour les professions comme les médecins. Il est évident qu'on peut trouver une multitude de raisons pour défendre chacun de ces systèmes. Tout comme on peut en trouver une multitude pour les critiquer. Mon objectif ici n'est pas de trancher entre les deux systèmes, mais simplement de faire un état des lieux de ce qui existe et de vous inviter à y réfléchir. Une chose est certaine, en France, au cours des 20 dernières années, la notation en ligne s'est progressivement imposée, dans de nombreux secteurs, comme les commerces ou les services à la clientèle. La liberté d'expression s'est élargie et touche beaucoup de sujets. Alors, la liberté d'expression dans les médias est davantage filtrée. Alors, on va parler de la liberté d'expression dans les médias et on va donner les avantages d'un espace filtré. En France, comme aux États-Unis, il y a certaines limites légales, empêchant de répandre des discours haineux ou des discours insurrectionnels. Mais si on regarde les discours qui permettent de propager de fausses informations, la France a toujours été un peu plus ferme que les États-Unis sur ce point. Et même que ces restrictions semblent être contraignantes, elles présentent aussi des avantages. Alors pourquoi ? Parce qu'un espace où la parole est encadrée peut fournir une forme d'apaisement. Si en consultant un média ou en naviguant sur un réseau social,
vous êtes assuré de ne pas tomber sur des théories fausses ou farfelues, comme par exemple la Terre qui est plate, ou qu'il est possible de vivre sans manger, seulement avec de l'air et de la lumière. Vous regarderez une des vidéos que j'ai faites à ce sujet. Ce filtrage, cette protection, procure une certaine tranquillité d'esprit. Vous pouvez tranquillement consommer de l'information sans devoir systématiquement la vérifier. Ce qui est particulièrement rassurant dans un monde saturé d'informations. En plus, pour couronner le tout, on sait qu'une information fausse se propage bien plus rapidement qu'une information vraie. Cela a été démontré sur les réseaux sociaux et constitue un fait établi. Ce phénomène il peut être expliqué en partie par une notion d'entropie. Pour simplifier, dans notre univers, il est toujours plus facile de déconstruire, de détruire, que de construire. Prenons quelques exemples concrets. Construire un château de sable, ça demande du temps, de la patience, de la précision. Mais le détruire, ça peut se faire pratiquement instantanément. De même, lorsqu'on détruit un immeuble, ou par exemple avec les tours du World Trade Center, les faire s'effondrer, ça a pris peu de temps, avec peu de personnes, alors que les construire a demandé des années et des milliers de personnes. Et c'est le même phénomène lorsqu'on veut détruire la réputation de quelqu'un. C'est beaucoup plus facile de détruire une réputation que de construire une réputation. Bon, ça c'est le phénomène d'entropie. Alors du coup, les défis pour construire cet espace protégé. Un espace protégé des fausses informations. Ça repose sur plusieurs éléments fondamentaux. Ça demande donc déjà d'avoir des organismes qui vérifient si les informations sont vraies ou fausses, pour limiter la désinformation. Ça demande de maîtriser les nouveaux moyens de communication. Réseaux sociaux, plateformes numériques, qui ont rendu la circulation des informations beaucoup plus rapide et plus difficile à contrôler. Mais il faut aussi assurer la neutralité des politiques. Il est bien évidemment essentiel que les décideurs restent impartiaux et ne transforment pas ces espaces en outils de propagande. Si les responsables eux-mêmes véhiculent des idées dogmatiques ou des mensonges, comme par exemple avec le port du masque, qui ne sert à rien, cela décrédibilise toute tentative de garantir un espace d'expression fiable et équilibré. Donc pour savoir si nous devons évoluer dans un espace d'expression contrôlée, il est essentiel que certains points soient remplis. L'État doit s'assurer, lorsque c'est possible, que les idées exprimées soient scientifiquement fondées. Mais plus important encore, l'État ne doit pas se permettre de raconter des contre-vérités ou de manipuler l'information pour servir ses propres objectifs. L'encadrement de la liberté d'expression peut être comparé à l'autorité policière et judiciaire. Les citoyens acceptent de déléguer la violence légitime et l'application des lois à l'État à condition que celui-ci assure leur protection de manière équitable et transparente. Et je vous invite à réfléchir à cette question. L'État remplit-il réellement les missions que nous lui avons confiées ? Bon, je ne vous donnerai pas mon opinion parce qu'elle ne concerne que moi. Mais je vous propose un sondage sous la vidéo. Prenons une situation courante. Lorsque les responsables politiques disent que les Français ont un sentiment d'insécurité. Même s'il était vrai que statistiquement l'insécurité est faible, il est essentiel de répondre à ce sentiment. Parce qu'un sentiment d'insécurité peut avoir un impact psychologique, aussi fort qu'une véritable situation d'insécurité. Et il est souvent plus simple d'apaiser un sentiment d'insécurité que de résoudre une situation d'insécurité. Par exemple, si votre enfant il a peur de se lever la nuit chez vous pour aller aux toilettes, c'est clairement un sentiment d'insécurité. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la peur du noir que vous pouvez regarder. Bon, qu'est-ce que vous dites à votre enfant? Vous lui dites seulement c'est un sentiment d'insécurité, ou vous mettez une petite veilleuse allumée, ou vous lui donnez une lampe torche. Donc, à partir de quand, finalement, ce filtre devient-il une atteinte à la liberté d'expression? Il y a des situations où l'application d'un filtre ne devrait poser de problème à personne, car les réponses sont soit vraies, soit fausses. Prenons l'exemple des mathématiques. Imaginons qu'une personne farfelue se mette à dire que 1 plus 1 ça fait 3. Bon, censurer ou bloquer ce contenu, c'est pas forcément gênant. Parce que dans ce cas, nous sommes dans un domaine où la vérité est absolue. Mais les choses se compliquent lorsque l'on passe à des domaines plus relatifs ou interprétatifs, comme l'économie ou la politique. Certains vont défendre des idées libérales et d'autres des idées sociales. En plus, ce qui est fascinant, c'est qu'en fonction de l'époque ou du contexte, une approche peut s'avérer plus efficace qu'une autre. Par exemple, ce qui est vrai dans les années 70 ne l'est plus forcément aujourd'hui. Et inversement.
Cela montre que la censure pose des problèmes lorsqu'elle s'applique à des domaines où il n'y a pas de vérité absolue, où les affirmations peuvent dépendre de nombreuses variables. Dans ce cas, comment déterminer si une idée est fausse ou simplement différente, originale? S'il existe des domaines où il est impossible de déterminer qui a raison ou tort, il devient difficile, voire impossible, de justifier une censure. Comment peut-on légitimer qu'une idée a été censurée si l'on ne peut pas prouver qu'elle est fausse? C'est là que se pose une question cruciale. Comment justifier une quelconque censure dans ces contextes d'incertitude? Ce qui rend la situation encore plus problématique aujourd'hui, c'est que de nombreuses idées véhiculées par les politiques, dans l'économie et même dans la médecine, sont souvent dogmatiques. D'ailleurs, sur ce point, je vous invite à regarder ma vidéo sur les croyances, où je vous explique comment l'espèce humaine est prédisposée à croire sans preuve. Donc justement, la croyance permet d'imposer une idée, qui ne repose pas nécessairement sur des faits. Le problème, c'est qu'elle divise immédiatement la population en deux groupes. Ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. Bon, nous n'allons pas rentrer dans des considérations trop théoriques. Mais le paradoxe évident que je veux soulever, c'est que l'on ne peut pas censurer de fausses informations qui vont circuler dans la population, tout en tolérant que les politiques mentent sans conséquence. D'ailleurs, Coluche disait « On ne peut pas dire la vérité à la télé, il y a trop de monde qui regarde ». On sait qu'à l'époque, lorsqu'il y a eu le nuage de Tchernobyl, les autorités avaient dit que le nuage ne passerait pas la frontière. Bon, ça n'avait pas exactement été dit comme ça, mais en tout cas, ça a eu cet impact. On connaît tous un des derniers exemples avec Emmanuel Macron qui dit que les masques ne servaient à rien, et quelques semaines après, si on ne portait pas un masque, on avait une amende. Ces exemples montrent que la censure et les mensonges d'État peuvent coexister, ce qui décrédibilise les institutions et engendre une méfiance généralisée. Pour pas taper que sur les Français, la guerre en Irak, avec les armes de destruction massive, c'était en 2003. Vous vous en rappelez, le gouvernement américain et britannique avait justifié l'invasion de l'Irak en affirmant que le régime de Saddam Hussein détenait des armes de destruction massive. Et quelques années plus tard, il a été prouvé que ces armes n'existaient pas. Bien sûr, il faut condamner les mensonges, quels qu'ils soient. Mais, et c'est là que c'est difficile, il faut aussi reconnaître que certains mensonges répondent parfois à des logiques de gestion de crise. Par exemple, pendant le Covid, reprenons l'histoire des masques, lorsque le gouvernement et les médecins de plateau avaient dit que les masques ne servaient à rien. Bon, personnellement, lorsqu'ils ont dit ça, ça m'a tout de suite interpellé. Et je me suis dit, si on commence à rentrer dans la crise en rencontrant des sornettes, ça va être compliqué de maintenir la confiance de la population sur tout le long de la crise. En tout cas, on comprend bien que ce mensonge était motivé par la pénurie de masques. Ça a peut-être évité une panique généralisée ou que les gens se ruent dans les pharmacies ou les hôpitaux pour récupérer les quelques masques qu'il y avait. Mais le prix à payer pour ce mensonge, ça a été une défiance durable de la population dans la crise. Pour le mensonge du nuage de Tchernobyl, bon, alors que je le rappelle, l'Allemagne avait quand même distribué des pastilles d'iode à la population. Alors soi-disant, nous on en a, mais bon. En tout cas, les décideurs politiques ont arbitré, du moins je l'espère, entre le choix de mentir ou de dire la vérité, en fonction de la gravité de la crise et des risques encourus. C'est-à-dire que s'ils avaient dit la vérité, peut-être que les gens auraient paniqué ou se seraient rués dans les pharmacies, ça aurait pu peut-être créer un exode, et donc en fait, ils ont arbitré entre une balance bénéfice-risque. De la même façon, lorsqu'on prend un médicament, il y a toujours une balance bénéfice-risque. Le bénéfice, c'était donc éviter la panique, et dans les risques, il y avait un peu l'intoxication, perdre la confiance des citoyens. Donc tout cela, ça nous mène à un seuil. Le seuil d'acceptabilité du mensonge. Normalement, la population est consciente de ces arbitrages et peut les accepter tant que le bénéfice attendu du mensonge dépasse les risques encourus. On peut dire dans ce cas que le mensonge est perçu comme allant dans l'intérêt collectif. Cependant, le problème survient lorsque le mensonge ne sert plus la population, mais des intérêts politiques ou individuels, ou économiques. Lorsqu'il est utilisé pour protéger l'image des responsables ou masquer des erreurs. Il devient toxique et érode la confiance du public. C'est là que l'arbitrage cesse d'être légitime. Et donc le vrai débat, c'est plutôt jusqu'où tolérer le mensonge au service du bien commun. Je vous invite d'ailleurs à débattre sur ce sujet. Qu'en pensez-vous? Est-ce que certains mensonges sont acceptables? Un dernier point qui conduit quand même aussi au mensonge et à propager de fausses informations, et que l'on trouve de plus en plus dangereux dans la vie politique, c'est l'hystérie avec laquelle certaines personnes défendent leurs candidats. Il y a des gens, et des personnes politiques d'ailleurs, qui ne comprennent pas que l'on puisse soutenir un autre parti qu'eux.
Moi, j'ai toujours regardé ça d'un œil distant, hein, mais je trouve ça très surprenant. Ils se disent vouloir vivre en démocratie, mais voudraient qu'il n'y ait que leur propre parti ou leur propre candidat. Vous avez compris le paradoxe, quoi. Il est donc crucial de se rappeler que lorsqu'une idée est imposée, il devient impossible de débattre. Et que la démocratie vient justement de cette multitude de concepts, d'idées et de façons de penser. D'ailleurs, plus généralement, on voit aujourd'hui qu'il existe un éventail de sujets sur lesquels il semble interdit de discuter, ou même d'envisager une simple remise en question. On l'a vu avec le débat sur les vaccins, et on le voit avec le réchauffement climatique. Beaucoup de sujets sont devenus difficiles, voire impossibles à débattre. Cela est d'autant plus frappant que pour trouver des points de vue différents ou des informations alternatives, il faut souvent se tourner vers Internet. Certains sujets semblent absents des médias dits mainstream. Donc, en conclusion, il est indéniable qu'aujourd'hui, une grande partie de la population ressent un profond malaise, caractérisé par plusieurs sentiments négatifs. Un sentiment de manipulation, comme si les informations étaient biaisées, un sentiment de déficit non maîtrisé, générant des inquiétudes économiques, comme si certains ne savaient pas compter, un sentiment d'insécurité, un sentiment de non-respect du droit de propriété, et un sentiment d'être confronté à des idéologies imposées, comme celle du wokisme, du réchauffement climatique, ou d'autres mouvements émergents. Donc face à ce manque de confiance généralisée et à la montée de tous ces sentiments, si nos responsables politiques souhaitent éviter de basculer dans des régimes trop autoritaires ou dictatoriaux, il serait intéressant de répondre aux préoccupations légitimes de la population. Cela implique de restaurer un climat de transparence, d'équité et de respect envers la population. Bon, en attendant que ces réponses soient apportées, il est essentiel de préserver un espace de liberté d'expression. C'est un bon moyen d'apaiser les tensions et de rétablir un dialogue constructif avec la population. Bien, merci et au revoir.